Nathalie Lemaire, bonsoir. Vous êtes directrice des relations avec les épargnants à l'autorité des marchés financiers. Et vous lancez en ce moment une campagne de communication pour sensibiliser les Français au danger, j'ai bien dit, au danger de l'épargne. Parce que les Français adorent épargner, on est les champions du monde, mais c'est vrai qu'en ce moment, le livret A ne rapporte plus grand-chose, la bourse c'est dangereux, l'immobilier vacille. Et donc, on est un petit peu démunis. Si on reçoit un petit capital ou un petit chèque là, d'une tante éloignée à Noël, comment fait-on? Que doit-on faire et quels sont vos conseils pour placer intelligemment ce petit pécule qui nous tomberait du ciel? Avant d'épargner, vous devez systématiquement vous poser un certain nombre de questions. Vous n'épargnerez pas de la même manière selon que vous cherchez à vous constituer une épargne de précaution ou au contraire que vous cherchez à avoir un pécule pour votre retraite. Donc les trois grands axes que vous devez absolument avoir en tête, ce sont la durée du placement, sur quelle durée veux-je épargner, c'est la disponibilité. Est-ce que j'ai besoin que l'argent que je place puisse être disponible à tout moment ou pas? Et enfin, quel est le niveau de risque que je suis prêt à prendre pour mon épargne? Oui, mais alors, a priori, personne n'a envie de prendre des risques avec son épargne. L'épargne, on l'a souvent durement gagnée. C'est pas pour la voir se volatiliser. Est-ce que, je vois ce sondage, là, il y a 25% des Français et plus de 30% des jeunes qui disent qu'il est possible d'avoir un produit d'épargne très rentable et non risqué. Ça existe, ça? Alors, de telles assertions doivent vous inciter, mais alors immédiatement à la méfiance, puisque l'espérance de rentabilité sera toujours une rémunération du niveau de risque. Si vous avez un horizon de placement qui est assez long, vous pouvez effectivement prendre une épargne qui soit un petit peu plus dynamique, ce qui, par parenthèse, avec les niveaux de rendement actuels, n'est pas forcément une mauvaise idée sur le long terme. C'est-à-dire que si jamais j'ai besoin de cet argent pour ma retraite dans 20 ans ou 30 ans, je peux prendre des risques, sachant que sur le long terme, il y a de très fortes chances, si j'ai mis 10 000 euros, j'ai à l'arrivée beaucoup plus que 10 000 euros. Il faut vraiment vous poser la question en fonction de votre profil et de votre acceptation des risques. Mais surtout, il faut bien, avant de prendre quelques risques que ce soit, bien comprendre quelle est la nature de ces risques et quelle est la rémunération que vous pouvez en attendre. Alors justement, vous mettez en garde, et ça c'est l'un des axes forts de cette campagne, contre toutes ces publicités. Vous dites carrément ce sont des arnaques qu'on voit beaucoup fleurir sur Internet du type « devenez trader en un jour », 85% de gains en 15 jours, gagnez 40 000 euros en investissant que 100 euros. Je cite des publicités qui existent. Vous avez beaucoup de réclamations en ce moment à l'autorité des marchés financiers, beaucoup de plaintes avec ces publicités? Vous avez effectivement beaucoup de réclamations. Vous avez également, vous l'avez noté, énormément de publicités. 50% des nouvelles publicités actuellement sur les produits financiers, en particulier sur Internet, seront sur ce type de produit. C'est absolument énorme. Et ce qui est très choquant, c'est qu'au lieu d'essayer de toucher des publics avertis, des investisseurs qui ont déjà une épargne constituée, qui vont chercher peut-être des frissons ou à diversifier leur épargne, la plupart de ces publicités non sérieuses vont s'adresser à des consommateurs tout à fait habituels, normaux, et n'ayant pas une connaissance particulière sur ces produits qui sont extrêmement dynamiques. Au poker, vous pouvez perdre une fois votre chemise. Avec un effet levier de 400, c'est 400 fois votre chemise que vous pouvez perdre. Alors attendez, je vais sur un site de cuisine, je peux me faire attrapé par une publicité qui va me dire « devenez trader en un jour ». Vous le croyez? J'y vais, je mets 100 euros et j'espère en avoir 40 000. Non seulement je perds mes 100 euros, mais je me retrouve débiteur, c'est ça? Exactement. C'est possible, ça? C'est tout à fait possible si vous ne mettez pas de barrière et si vous ne dites pas à partir de tel niveau stop, j'arrête, et si vous allez avec l'effet levier maximum. Souvent, on me téléphone pour me proposer des offres alléchantes de placement financier. Il peut y avoir des arnaques là. Quels sont les signes suspects? Où est-ce que vous dites attention, danger, méfiez-vous si on vous dit ça, ou si on a tel comportement? À partir du moment où on vous fait miroiter des rendements élevés avec une sécurité absolue, vous pouvez vous poser un certain nombre de questions, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, c'est absolument impossible. Ça n'existe pas. S'il y a des rendements élevés, c'est qu'on peut tout perdre. C'est qu'il y a un risque. D'accord. Après, si le commercial est particulièrement insistant et cherche à vous faire signer immédiatement parce que cette bonne affaire ne se représentera pas, c'est pareil, vous pouvez avoir un certain nombre de risques, voire même, quelquefois, vous pouvez être en face d'un escroc purement et simplement. La vraie question qu'il faut que vous vous posiez systématiquement lorsque vous êtes face à un interlocuteur sérieux, c'est « il me vend un produit, ok, à quel prix me le vend-il? Qui fait la valorisation de ce produit? Quand je voudrais le revendre,
est-ce que je pourrais le revendre et qui fixera mon prix de revente, puisque vous n'êtes pas sur un marché réglementé. Donc, en revanche, tout ce qui est paiement liquide auprès de cet intermédiaire, ça c'est niette. Si jamais on vous relance 10 fois dans la journée au téléphone, on se méfie et on ne décroche plus le téléphone. Non, mais c'est ça. C'est exactement ça. Bon, c'est exactement ça. Alors, sans parler d'arnaque, vous mettez aussi en garde contre ce qui est très en vogue en ce moment, que sont les placements atypiques, comme par exemple, il y a des gens qui cherchent à placer dans le vin, pourquoi pas. Alors, avant que vous me donniez votre avis, on va tout d'abord regarder ce petit sujet. Écoutez, c'est le patron d'un site internet qui justement propose de placer son épargne dans de bonnes bouteilles et il explique pourquoi, selon lui, c'est une bonne affaire. Ça ne sert à rien de rester sur un vin pendant 10 ans. Il vaut mieux prendre un vin qui, au bout de 3 ans, aura pris un joli potentiel de plus-value, le revendre et repartir sur un autre millésime qui va reprendre un potentiel de plus-value. Donc cette cave, elle va vivre. Le vin est une valeur refuge parce que quand on voit autour de nous le monde tel qu'il se porte, avec des banques qui déposent leur bilan, avec les bourses qui s'effondrent, je pense que c'est mieux que l'or, c'est mieux peut-être même que les bijoux, ou quand vous achetez des bijoux ou un bateau, quoi que ce soit, ils se déprécient. Le vin, ça s'apprécie. C'est ça qui m'a intéressé. Alors le vin, valeur refuge, et puis ça rassure. À partir du moment où effectivement vous avez un produit qui vous semble concret, matériel, vous avez tendance à être rassuré. Mais ça ne doit pas vous empêcher de vous poser les questions que nous avons vues tout à l'heure. À partir du moment où on vous fait miroiter un rendement, il y a obligatoirement un risque. Vous mettez en garde aussi alors contre les placements. Alors les œuvres d'art, en fait souvent on est les gogos, quoi. On va acheter une croûte. Hein. Vous n'allez pas forcément l'acheter au bon prix. Les timbres, les diamants, les panneaux solaires, les manuscrits, les autographes. Par exemple, acheter un autographe de Johnny Hallyday, c'est une idiotie. Si ça vous fait plaisir, si c'est dans le but effectivement de faire un placement, il faut vous poser toutes les bonnes questions. Donc à l'oralité des marchés financiers, on est très placement à l'ancienne, du type assurance vie. Alors là aussi, vous donnez quelques conseils. Vous dites attention aux frais. Alors, parce qu'il y a deux types de frais. Si je mets 100 € sur mon assurance vie, déjà, ils vont se prendre une petite... les frais à l'entrée, ils vont prendre 5 €. Mais les frais à surveiller, ce sont les frais récurrents. Alors, de quoi s'agit-il, ça? Expliquez-nous. Nous avons fait des visites mystères dans la plupart des grands réseaux bancaires et nous nous sommes rendus compte que le vendeur, qui est l'interlocuteur naturel et principal des Français, ne présentait pas, ou quand il les présentait de manière extrêmement incomplète, les frais. Or, en cette période de rendement assez bas, l'impact des frais peut être très important. Il ne faut absolument pas vous laisser tondre les rendements sur le dos. Voilà, parce qu'il y a les frais à l'entrée, quand je mets de l'argent, puis il y a les frais récurrents. Si j'ai 10 000 € placés en assurance vie, chaque année, la banque va prendre 1%. Le problème, c'est que comme ça rapporte 2%, maintenant l'assurance vie, j'ai plus rien à gagner. Sur certains placements, effectivement, le vendeur va vous présenter les frais à l'entrée parce qu'en plus, il a la main. Peut-être vous arriverez à les négocier. Mais en général, il ne vous présentera pas les frais récurrents. Or, cela, ils tombent chaque année et c'est ceux-là qui auront effectivement le plus gros impact sur le rendement de votre produit. Presque autant que la fiscalité. C'est vrai, on est obsédé par la fiscalité, on oublie les frais. Parce que le banquier n'en parle pas. Il faut moins de 1%. La fiscalité est effectivement un argument de vente. Sur les frais, ça dépend de la complexité du type de produit. C'est-à-dire qu'effectivement, 1%, c'est un taux de frais qui est bas, mais vous pouvez monter un petit peu plus haut suivant le type de produit. Ça ne doit pas être le critère principal de choix d'un produit. Si jamais on est en bisbille avec son banquier, comment on fait ? Vous avez un certain nombre de règles qui sont nouvelles et qui ont été dictées en matière de traitement des réclamations. Ouais. Lorsque vous rencontrez un problème avec votre intermédiaire dans quelque domaine que ce soit en matière de placement, il vous doit une réponse. Donc il doit vous faire un accusé-réception, il doit montrer qu'il a reçu la réclamation, vous écrivez à la banque. Au service réclamation. Vous vous adressez d'abord à votre interlocuteur habituel, vous écrivez à la banque et vous espérez avoir une réponse qui vous convienne. Merci beaucoup Nathalie Lemaire pour tous ces bons conseils. Je rappelle que vous êtes en charge des relations avec les épargnants à l'autorité des marchés financiers. Merci. Merci à vous. Restez avec nous tout de suite. Laurent Bazin, c'est dans l'air, qui revient sur les manifestations pour et contre le mariage gay. C'est en fait la question de l'enfant, de l'adoption qui cristallise toutes les passions. Alors quel est l'enjeu de cette évolution? C'est dans l'air est intitulé ce soir « Homoparentalité, combat de rue ». C'est-à-dire, vous en dit encore plus sur France5.fr.